Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence pour cette table ronde du cycle Penser les autres du Manège. Ça fait déjà plusieurs années que nous proposons ces conférences thématiques autour d'axes à la fois sociétaux et qui vont inspirer, on va dire, la création et, dans la programmation du Manège. Donc, déjà, vous me remerciez Sciences Po de l'accueil, aussi bien technique, puisque aujourd'hui on a une petite particularité, c'est que Camille Froide-Vaumétry, qui devait être parmi nous, et malheureusement n'a pas pu se déplacer, et donc elle sera en visio. Donc voilà, merci à l'équipe de Sciences Po pour leur aide sur cet aspect technique. Vous avez un petit programme avec des infos à l'intérieur, donc concernant nos intervenantes aujourd'hui. Je vais vous les présenter rapidement. Marie Barbotin, donc chorégraphe, qui cette semaine présente le spectacle À l'aune de leur peau. Jeudi et vendredi au Manège. Maëva Abdelhachid, chorégraphe, qui présente cette saison une journée avec le collectif Insomniard, ça en parlera plus précisément, donc en juin au Manège, mais qui travaille aussi sur d'autres projets en parallèle dont elle va nous parler. Et puis Ainoa Jean Calmette, qui a gentiment accepté de modérer cette table ronde et à qui je vais immédiatement passer la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas, peut-être qu'on appelle Camille dès maintenant pour qu'elle mais je suis là. Et ben voilà. Bonsoir Camille. Je suis là depuis longtemps. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Et donc Camille, vous êtes philosophe et vous avez écrit de nombreux ouvrages. Vous travaillez une phénoménologie féministe, et on aura aussi l'occasion d'en reparler et vous nous direz. Et puis vous êtes aussi invitée ici en tant que co-autrice, puisque vous avez écrit le texte de la pièce de Marie Barbotin, et puis on en rediscutera aussi plus longuement. Je veux bien ajouter que je suis aussi professeure de sciences politiques à l'URCA, et comme je sais qu'il y a pas mal d'étudiantes et d'étudiants de l'université dans la salle, je voulais le préciser. Merci. Je vais commencer par faire peut-être un petit état des lieux de la question qu'on va essayer de développer ensemble ce soir. Donc, quel espace pour les femmes dans la création artistique ? Alors, le ministère de la Culture et de la Communication a affiché l'objectif d'un égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités, aux moyens d'action, aux rémunérations et à la même reconnaissance. L'année dernière, en mars 2025, il y a l'Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication qui a sorti son dernier rapport. Et il y a certaines choses qui sont très intéressantes dans ce rapport, donc que je voulais mentionner un petit peu comme ça en introduction. Donc le fait que le milieu de la danse est le secteur artistique où la parité homme-femme est la plus importante, mais que cela cache encore de grandes inégalités. Donc les œuvres des femmes restent moins visibles et moins programmées que celles des hommes. Dans le spectacle vivant, toutes disciplines confondues cette fois, 37% des spectacles seulement sont dirigés par des femmes, et ce qui représente 40% des représentations. Les femmes artistes ont encore moins accès aux aides à la production que les hommes, et elles touchent des montants d'aide plus faibles. Donc 43% des équipes qui reçoivent des aides à la création sont dirigées par des femmes, et elles ne touchent que 38% du montant total des aides. Les femmes artistes sont moins récompensées par des prix. Elles ont des salaires, quand elles travaillent dans la culture, 16% moins élevés à temps plein. Et elles sont aussi sous-représentées au poste de direction. Et là, je citerai un autre document qui a été publié cette fois par l'ACCN, qui est l'Association des centres chorégraphiques nationaux, paru cette fois en septembre 2025, qui alerte sur le fait que sur les 5 renouvellements à la tête des centres chorégraphiques nationaux, il n'y a eu aucune femme qui ont été nommées, 4 hommes seuls et un collectif paritaire, ce qui fait qu'au 1er janvier 2026, seuls 10,5% des CCN sont dirigés par des femmes, contre 58% par des hommes seuls. C'est un des cas où les inégalités en fait progressent. Alors ces chiffres cachent aussi d'autres réalités qui sont un petit peu plus difficilement chiffrables. Les femmes artistes ont des carrières moins longues, reflet de l'invisibilisation des femmes passées un certain âge, qui est une réalité plus globale et que vous traitez dans votre spectacle, Marie et Camille.
Et les inégalités hommes-femmes augmentent avec l'arrivée du premier enfant. Les femmes sont par ailleurs davantage victimes de violences. Et puis, cette question des inégalités, en fait, est qu'une seule partie de la question posée par la thématique qui nous rassemble ce soir, puisqu'en fait, avoir moins accès aux œuvres des femmes, c'est se priver des expériences et des pensées de la moitié du monde. Donc, dans ce cadre-là, il y a une cinéaste et une théoricienne qui s'appelle Laura Mulvey, qui a conceptualisé il y a quelques années la notion de male gaze pour expliquer que la plupart des œuvres nous font entrer dans le monde par un point de vue masculin. Donc, on peut lui opposer à ce male gaze un female gaze, mais une autre théoricienne, cette fois de la littérature, qui s'appelle Azélie Fayol, invite aussi à réfléchir à un feminist gaze, et du coup de passer d'une question d'un point de vue féminin à un point de vue féministe. Et c'est des questions aussi que j'aimerais aborder avec vous ce soir, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que créer un féministe, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre féministe. Donc je propose que cette soirée, on la sépare un petit peu en deux parties, qu'on retraverse peut-être cette question des inégalités dans un contexte politique plus large de backlash envers les pensées féministes. Je rappelle aussi que les droits des femmes reculent partout dans le monde, notamment le droit à l'avortement. Et peut-être dans une deuxième partie, rentrer plus dans vos œuvres et dans vos travaux et réfléchir à qu'est-ce que c'est que créer un féministe et qu'est-ce que c'est qu'un female gaze ou un feminist gaze. Alors, Maëva, je vais me tourner vers vous en premier, parce que, notamment parce que vous avez traversé plusieurs espaces de création. Vous êtes formée au design, vous êtes scénographe, puis vous avez beaucoup évolué aussi dans le milieu du hip-hop. Quelle est votre expérience, vous, peut-être dans ces différents milieux, des inégalités que vous avez pu ressentir ou... Bonsoir. Alors... je vais dire que déjà, il y a eu, pour moi, il y a eu d'autres difficultés avant la difficulté d'être une femme. Et que pour moi, les questions de racisme ont été d'abord celles auxquelles j'ai été confrontée plus jeune. Surtout parce que j'ai fait des études, j'ai fait des études longues dans le milieu du design, j'étais dans des grandes écoles de design, etc., à l'école normale supérieure de Cachan. Et c'est des espaces où plus je montais dans les échelons des études et moins il y avait de gens qui me ressemblaient. Du coup, je vais dire que au début, pour moi, j'avais pas l'impression que c'était un souci. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, il y a un journaliste, un jour, j'étais dans un battle à Orléans, je crois, et qui m'avait posé la question, mais du coup, ça fait quoi d'être une femme dans le hip-hop? Je dis, bah, rien. Enfin, aussi parce que le hip-hop a ses espaces... en tout cas, j'ai trouvé dans le hip-hop des espaces que je ne trouvais pas ailleurs, d'expression. J'avais l'impression de pouvoir être davantage moi-même. En étant plus jeune, quand j'étais beaucoup plus jeune, je faisais de la danse contemporaine. Et en tout cas, l'espace dans lequel j'étais, j'avais l'impression que ça ne me correspondait pas du tout. Et voilà, d'arriver dans le hip-hop, ça m'a permis de découvrir d'autres moyens d'expression. Et on va dire que c'est plus tard, au fur et à mesure des expériences, que la question d'être une femme s'est présentée. Je vais donner des exemples très concrets, mais je me suis fait agresser 2 fois dans des cercles de danse, dans des cyphers. En hip-hop, il y a ces espaces qui sont donc les cercles où tout le monde peut danser librement, etc., qui sont des espaces incroyables d'expression, mais où à la fois, il y a quand même une hiérarchisation entre les personnes. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces agressions, mais c'était des choses assez violentes qui ont marqué mon parcours. Est-ce que vous aussi, Marie, la question, elle s'est, comme Maëva, pas posée tout de suite, mais elle s'est découverte progressivement en fonction de vos expériences et de votre vécu? Oui, c'est sûr que moi, je suis une femme blanche. Et que je pouvais... elle m'intéresse beaucoup, cette question qui est finalement qui est très intersectionnelle dans nos réflexions. Mais je pars de mon endroit de femme blanche. Je pars de mon endroit de femme blanche qui a fait le Conservatoire national supérieur de Paris, avec une représentation aussi de femmes racisées et d'hommes racisés extrêmement faible.
Et moi, je ne me suis pas non plus posé la question de si être femme était un problème dans la question de la création artistique. Je crois que j'ai commencé à transformer mon regard, en tout cas à avoir un regard qui devenait plus féministe. J'aime bien ce féministe gaze que je ne connaissais pas, qui me plaît bien. Quand j'ai commencé à porter des projets, c'est-à-dire à passer de l'interprète à la porteuse de projet, et quand je suis devenue mère. Pour moi, c'est une bascule de partir, en tout cas de réfléchir de mon endroit qui, de fait, s'était transformé. Devenir mère dans un parcours de danseuse, dans un parcours de femme, mais dans un parcours de danseuse, c'est une nécessaire transformation et un nécessaire regard aussi que les autres posent sur qui on est devenu. La question du regard porté et de l'objectivation, c'est une de vos questions, Camille. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est qu'une phénoménologie féministe et comment la question du corps, elle prend une importance dans vos travaux? On ne vous entend pas. Excusez-moi. Je vais commencer peut-être par rebondir sur cette question des inégalités, parce qu'en vous écoutant, je me disais aussi qu'on partage toutes un peu la même expérience et que quel que soit le domaine de la société concernée, étant donné la dimension systémique des inégalités et des violences patriarcales, on retrouve toujours les mêmes mécanismes à l'œuvre, en croisant bien sûr avec ceux qui impliquent d'autres facteurs d'oppression, et que quand on est une femme et qu'à partir du moment, et c'est ce qui m'a frappée dans ce que j'écoutais, à partir du moment où on est amené à franchir quelques frontières, des frontières, disons, de capacité d'agir, pour ne pas dire de hiérarchie, ben on se heurte toutes, et certaines plus que d'autres encore, à l'impossibilité, ou en tout cas à la difficulté qui est celle des femmes dans notre société. Je disais que j'étais professeure à l'URCA, et juste pour vous donner un exemple emprunté à mon propre champ, nous ne sommes que 20% de femmes à ce grade du métier. Alors, la question de l'objectivation n'est pas pour rien dans cette question des inégalités, puisque elle renvoie à cette idée originelle, si je puis dire, du patriarcat, que les femmes sont définies, ont été définies et sont définies toujours d'abord par leur corps, et plus précisément par leurs fonctions corporelles, que sont notamment les fonctions sexuelles et maternelles. C'est un mécanisme qui est aussi ancien, j'allais dire, que le patriarcat, donc il remonte très très loin, mais pour s'arrêter aux origines de la société occidentale, on peut évoquer la question, enfin le point de départ de la Grèce antique avec la définition par Aristote d'une existence féminine vraiment réduite à cette dimension corporelle. Mais ce qui est frappant et surtout choquant, c'est que cette structuration patriarcale qui assigne les femmes à la sphère privée, qui les empêche d'accéder non seulement au monde politique, mais aussi au monde du savoir, mais aussi au monde des arts, etc. Cet enfermement immémorial, il a survécu aussi au grand tournant de la modernité démocratique, c'est-à-dire que tous les grands théoriciens de la démocratie reprennent cette idée que les femmes ne sont que des corps, pour le dire très simplement. Tant et si bien que nos démocraties se sont construites en reprenant sans aucune conscience du scandale de la chose. Je veux dire, le scandale, quand on édifie un projet commun sur la notion d'égalité et qu'on en prive la moitié du genre humain, c'est ça que j'appelle le scandale originel de la démocratie. Et donc, ce contre quoi nous devons lutter depuis toujours, et ce que les féministes font depuis à peu près un siècle et demi, c'est d'essayer de renverser en fait cette assignation à nos corps objets, c'est d'essayer de faire accepter que nous sommes aussi et peut-être d'abord des corps sujets, et donc des corps agissants, et donc des corps pensants, et donc des corps créants. Est-ce que la danse, justement, qui est la discipline du mouvement et du corps, est un endroit qui vous semble très approprié pour travailler ces questions-là, montrer à quel point le corps est politique, qu'il soit racisé ou féminin? Et comment ça traverse votre travail à toutes les deux? Oui, pour moi, c'est une évidence et on pourra en parler plus tard peut-être, mais la première pièce sur laquelle j'ai travaillé s'appelle Les Voix du Cypher et ça réfléchit justement à comment
tout ce qu'on entend, mais surtout la multiplicité de tout ce qu'on entend et surtout de tout ce qu'on regarde. Vous parliez du male gaze, mais voilà, tout ce qui nous entoure depuis notre enfance, les dessins animés, les musiques qu'on écoute, tout a un impact sur les manières dont on se construit. Et donc, avec mon équipe, on a vraiment réfléchi à quel impact ça avait sur nos manières de bouger. Même nous, en tant que danseuses dans le milieu hip-hop, comment on s'est construit avec ou même contre. Pour donner un exemple très précis, moi, quand j'étais adolescente, je m'entraînais qu'avec un groupe de danseurs, de mecs, et je ne voulais pas être identifiée comme la fille du groupe. Et du coup, j'évitais de faire des mouvements trop sexualisés. Donc, j'évitais les mouvements du bassin, les mouvements trop circulaires. Voilà, je suis allée dans les différents styles de danse qu'il y a dans le hip-hop. Il y a le locking, qui est une danse vraiment très rectiligne et droite. Et c'est vers ça que je suis allée. Et vous, Marie? Moi, j'ai l'impression que j'ai dû m'émanciper à un moment donné. Et j'ai l'impression que c'est ce que beaucoup de femmes danseuses contemporaines font. Dans le sens où j'ai reçu une formation extrêmement académique. J'ai eu l'impression de sortir d'une grande école en étant une technicienne. Mais mon corps était tout de même formaté par des stéréotypes aussi de genre. On peut croire que dans la danse contemporaine, on a une ouverture qui est plus grande sur ces questions du genre. Et peut-être, bien sûr, que par rapport à la danse classique, il n'en demeure pas moins que c'était pas nous les filles qui portions, c'était pas nous les filles qui avions une dynamique ou une fulgurance ou une technicité ou un rapport au sol plus poussé. En tout cas, on nous poussait pas forcément à ça. Alors, je vous parle de ça il y a plus de 20 ans. Et donc, c'est aussi un autre regard aujourd'hui, je pense, qui se pose sur les jeunes en formation avec un féminisme qui est plus prégnant aussi dans la société. Mais donc, j'ai l'impression plutôt d'avoir été construite comme une fille qui danse. Et par là, j'entends tout le stéréotypage aussi qui était là. Notamment le stéréotypage très, très fort d'un corps qui doit répondre à des attentes de silhouette, d'une certaine forme de muscle, qui est relativement identique à la danse classique. Donc j'ai eu l'impression à la fois d'avoir un endroit d'exploration et d'expression qui était fort dans ma construction de danseuse, et à la fois d'avoir un formatage aussi extrêmement fort et violent. Et violent dans le sens où, à mon époque, on était beaucoup de danseuses à subir des pressions, à faire des régimes, à avoir un corps... Voilà. Donc, et je ne sais pas si ça existe voilà, dans le milieu du hip-hop. Donc, pour moi, c'est plutôt une émancipation à un moment donné, au fur et à mesure de devenir danseuse et de me politiser plus à travers les projets qu'on pouvait me proposer. Le fait est que quand on est interprète, on est agi par le désir des autres, le désir des chorégraphes, et on n'est pas forcément à notre endroit de créativité. Donc je crois que porter des projets, c'est encore une autre émancipation. Devenir mère et porter des projets, c'est encore une autre émancipation de la pensée, mais aussi une émancipation des stéréotypages du corps. Camille, c'est l'autre couple que vous travaillez après celui, objectivation et émancipation. Vous nous avez parlé un petit peu de l'objectivation à travers l'histoire que vous travaillez. Est-ce que vous avez envie de rebondir à ce que vous avez entendu de la part des chorégraphes présentes à mes côtés? Oui, sur la question de l'émancipation, précisément, voilà, je réalise que je n'ai pas tout à fait répondu à votre question tout à l'heure à propos de la phénoménologie féministe. Ça me permet de le faire maintenant. Il s'agit exactement de cela, c'est-à-dire de tenir ensemble le repérage et la dénonciation de tous les mécanismes par lesquels les femmes continuent d'être réduites à leur corps objet d'une part, et puis continuent d'être aliénées, c'est-à-dire d'être rendues étrangères à elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on leur dénie leur capacité de sujet. Donc ça, c'est, disons, on va dire le versant négatif. Et il se trouve que tous ces mécanismes sont très, très concentrés, évidemment, sur le corps. Et puis l'autre versant que tient la phénoménologie féministe, c'est la perspective d'une libération-réappropriation, c'est-à-dire comment repenser et surtout comment vivre des moments et des problématiques très incarnées de nos vies qui sont des lieux par excellence de la domination masculine, mais que l'on veut, que l'on souhaite, en tant que féministe, se réapproprier.
Et Marie évoquait tout à l'heure la question de la maternité. J'y ai consacré un livre parce que c'est vraiment pour moi une sorte de paroxysme de la désubjectivation des femmes, c'est-à-dire que dès lors qu'une femme est enceinte, son corps ne lui appartient plus, il appartient à la société à qui elle va donner un enfant, et donc elle doit le remettre entre les mains d'une médecine assez largement patriarcale. Or, depuis quelques années, je pense que ça ne vous aura pas échappé, on assiste à un moment, oui, un moment très, très intense de revendication des femmes pour reprendre le contrôle sur leur corps enceint et sur tout le processus à la fois de la gestation mais aussi de l'accouchement, comme elle le faisait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, pendant des siècles et des siècles, avant que les médecins investissent les chambres des futures mères et les privent et en fassent sortir, comme on disait, les commères, c'est-à-dire en fassent sortir les femmes sachantes, celles qui avaient le savoir pour le prendre à leur place et puis pour imposer des méthodes tout à fait patriarcales. Et donc, quel que soit le lieu de nos corps qui est concerné, l'un des grands enjeux de la séquence dans laquelle on se trouve depuis quelques années, c'est précisément cette émancipation, réappropriation, libération. Avec ce tout petit bémol que j'ajoute à la fin, qui est que il me semble bien, malheureusement, qu'on arrive à un moment où cet objectif rencontre des obstacles de plus en plus insurmontables. Peut-être qu'on y reviendra à ces obstacles. La question de la maternité, elle est très intéressante aussi dans le milieu de la danse parce que c'est un tabou. Elle revient dans la conversation de manière un peu lancinante depuis le début de notre conversation. Peut-être, Marie, vous pourriez nous expliquer comment c'est articulé pour vous ce que vous disiez dans vos réponses, c'est-à-dire ce moment où vous devenez mère, vous devenez chorégraphe aussi, et puis vous assumez peut-être davantage votre entrée féministe dans ces questions. J'ai l'impression peut-être qu'il y a eu un espèce de continuum entre le désir de profiter d'une naissance respectée pour mon corps, pour mon bébé, dans l'idée que j'étais aussi une danseuse qui allait donner naissance et qu'il était hors de question pour moi d'avoir un corps qui était immobilisé et que j'avais besoin de me dire que pendant ma grossesse et pendant mon accouchement, j'avais vraiment envie d'avoir cette possibilité d'être mobile. Et ça m'a fait rencontrer une association de la Maison de naissance de Paris, donc, qui milite, et encore aujourd'hui, pour un accompagnement global à la naissance et qui permet aux femmes qui ont des grossesses à bas risque de pouvoir accoucher juste avec une sage-femme dans leurs locaux. Et je pense que ce suivi-là, avec cet accompagnement global-là, m'a déjà forcé à avoir un pied dans qu'est-ce qu'était incarner le féminisme. Et puis ensuite d'avoir des enfants au regard d'un parcours d'artistes-interprètes qui forcément allaient rencontrer quelques complexités à vivre en tant qu'artiste et mère. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait en fait quand on est des artistes en tournée, en résidence, qu'on n'est jamais chez nous plus de 3 semaines consécutives, dans une époque où on a du travail. Qu'est-ce qui se passe aussi avec nos bébés? Et donc, pour dire que ce rapport au corps, c'était de ne pas être séparé de mon bébé, donc de continuer de discuter et de communiquer avec les chorégraphes avec lesquels je travaillais pour emmener mon enfant. Et puis, pendant ma deuxième grossesse, le confinement est arrivé très vite. Et ce moment où on se pose et on n'a rien à faire vraiment pendant plus de 2 mois, même 3, même 4 pour nous, les artistes, même 5, même 6. Je me suis dit, qu'est-ce que moi j'ai envie dans cette continuité-là aussi de porter comme projet. Et donc, ça ne pouvait pas être un autre projet qu'un projet qui avait déjà un ancrage féministe. Et un ancrage aussi enfantiste, puisque pour moi, ça allait de pair, de se dire, il y a la question des femmes, de la violence faite aux femmes, et aussi la question des enfants, de la violence faite aux enfants, ou en tout cas, la manière dont on les contrarie dans leur liberté à être, comme nous, en tant que femmes, on peut nous contrarier dans notre liberté à être. Donc j'ai eu la chance à ce moment-là d'être à Reims et de rencontrer Bruno au manège Bruno Lobé et de lui dire j'ai envie de faire un spectacle pour les enfants avec mon regard de mère. Et c'était le premier projet que je portais réellement
en mon nom propre, puisque les projets que j'avais faits avant, c'était plutôt des projets partagés ou des commandes qu'on m'avait fait en tant qu'interprète. Je ne sais pas si je réponds totalement à cette question sur, en tout cas, comment on crée après en tant que féministe, mais en tout cas, forcément, pour moi, je parlais tout à l'heure de comment on est situé, de là où on part, et donc je ne pouvais plus partir que de là, puisque l'idée, c'était pas de cacher que j'avais un bébé, ni deux, ensuite. Oui, mais en tout cas, sauf quelques exceptions près, le milieu du spectacle vivant en général est très peu prêt en fait pour accueillir les individus entièrement et notamment les mères avec leurs enfants. Je discutais avec des chorégraphes dans votre cas récemment qui m'expliquaient qu'en fait c'est assez simple ce qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir accueillir les mamans. Et en fait, pour autant, c'est pas tout à fait fait. Il y a aussi peut-être quelque chose qu'on dit peu, c'est que en fait, comme c'est très compliqué, peut-être faussement compliqué, mais en tout cas de revenir après un accouchement, il y a beaucoup de danseuses aussi qui repoussent ces maternités désirées de plus en plus tard, ou alors qui décident tout simplement qu'elles vont choisir la danse et pas faire d'enfants. Est-ce que, Maëva, vous réfléchissez à ces enjeux-là et est-ce que ça vous agite ? Oui, j'y réfléchis beaucoup et j'ai quand même l'impression que si j'étais pas danseuse, la question des enfants se poserait peut-être plus sérieusement. Voilà, au-delà d'autres problématiques, mais en tout cas, j'ai l'impression que là où je suis moi actuellement, je suis obligée de faire un choix. Enfin, je peux pas. J'ai l'impression que je vais perdre des choses si je décidais d'avoir un enfant aujourd'hui. Et puis, ouais, je me compare souvent, encore une fois, à tous les hommes avec qui je m'entraîne. Et de me dire juste, alors au-delà de la question du travail et d'aller en résidence avec son enfant, etc., toute la partie maternité, voilà, j'ai l'impression qu'on a aussi très peu accès à comment on peut, ce que tu disais est hyper intéressant, comment on peut mener une grossesse et continuer de bouger. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup d'exemples autour de moi de danseuses dans le milieu du hip-hop qui ont juste arrêté de danser, qui après ont galéré à revenir ou qui ne sont pas revenues du tout. Après, c'est aussi en train de changer et il y a de plus en plus de danseuses, notamment sur les réseaux sociaux, qui partagent des vidéos d'elles, qui continuent d'aller juger des battles, de faire des démos, etc. Mais c'est quand même, voilà, on n'a pas beaucoup accès à ces informations-là. Il y a quelques formations qui sont proposées. Par exemple, l'année dernière, il y avait une formation au CNAC à Châlons sur comment gérer une maternité quand on est artiste de cirque et donc qu'on travaille son corps de manière intense. Mais cette formation n'a pas eu lieu parce qu'il n'y avait pas assez de personnes inscrites à cette formation. Donc c'est aussi un manque d'information, je pense. Je pense que si j'avais plus d'informations sur comment et plus de représentation aussi de ces possibilités-là, je pense que les réflexions seraient autres. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on politise plus nos maternités. On est une génération de danseuses dans la danse contemporaine, en tout cas, et tu le disais aussi à travers les réseaux sociaux dans le hip-hop, où on va plus politiser nos maternités parce qu'en fait, c'est essentiel. Moi, ce que je trouve un peu fou, quand j'écoute les danseuses, certaines danseuses avec qui je travaille là sur la l'aune de leur peau, dont une qui a travaillé pendant longtemps avec Maggie Marin, et elle me dit, mais nous, avec Maggie, à l'époque, on emmenait nos bébés. Il y avait une garde, on prenait l'avion avec nos bébés, on prenait le train avec nos bébés, il y avait une babysitter pour garder tous les bébés de la compagnie, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui ont été inexistantes, mais on en a eu en effet des représentations, trop peu de représentations. Je pense que son fils a plus de 20 ans, 25 ans. Et c'est un certain type de compagnie, où c'était à l'époque beaucoup de tournées, et donc aussi des possibilités pour les directrices et les directeurs de compagnie de réfléchir à comment est-ce qu'on accompagne aussi des familles, des pères et des mères qui tournent beaucoup. J'ai l'impression qu'on se cache un peu derrière le fait qu'aujourd'hui, dans la danse contemporaine, on est sur des moyennes de diffusion qui sont très basses pour un spectacle et on se dit ça va pas beaucoup tourner. Et donc on va pas prendre ça en charge en plus en tant que structure, que compagnie, etc.
Mais j'ai l'impression que là, on touche, et puis c'est une question que je voudrais vous adresser, Camille, mais on touche à deux choses très importantes euh, sur la question féministe, c'est-à-dire en effet politiser l'intime et politiser le vécu, pour arrêter de penser que c'est des situations qui nous arrivent qu'à nous, mais qu'en fait qui sont liées à une structure plus globale, parce que vous le disiez, en fait, rien n'est fait, ou ça, et c'est possible. Donc c'est bien la preuve que c'est pas, que c'est juste un impensé éventuellement. Et la deuxième chose, c'est comment aussi réfléchir en féministe, ça vient aussi avec repenser la société plus globalement, et notamment la place qu'on accorde aux enfants, à la fois dans le lien au travail, au déplacement. La SNCF a sorti des trains sans enfants. Camille, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être cette importance, la révolution féministe dans le sens où elle a dit cette phrase, parfois on la résume comme ça, le féminisme, l'intime est politique. Oui, alors cette phrase, elle caractérise, je crois, plutôt la dernière séquence féministe. Euh, En fait, l'histoire féministe, elle est pas très ancienne, mais elle est très ample. Elle part d'une revendication originelle qui est celle des droits civils et politiques dans la seconde moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire que les femmes décident de devenir des citoyennes comme les autres, puisqu'elles sont depuis les débuts de la démocratie privée du droit de vote. Mais elles réclament aussi un droit au travail et un droit à l'éducation. Donc il y a ce premier grand moment, suivi d'une phase de reflux, et je le dis parce que c'est quelque chose qui caractérise vraiment toute l'histoire féministe, c'est-à-dire, alors on en parle souvent en termes de backlash, je ne sais pas si le mot est tout à fait adéquat, moi ce que j'observe, c'est qu'il y a une sorte de systématicité dans le fait que chaque grande séquence qui dure une ou deux décennies est généralement suivie de 3 ou 4 décennies de silenciation, et c'est ce qui se passe donc dans les années, à partir des années 20, 20-30, hein, avec les phénomènes politiques que vous savez. Et puis le deuxième grand moment, c'est la vague de conquête des droits reproductifs dans les années 70, le droit à la contraception, à l'avortement. Et là, il s'agit de s'attaquer au socle même du système patriarcal en donnant aux femmes la possibilité de maîtriser leur capacité procréatrice. Et ce grand geste, c'est non seulement un geste de libération des femmes, mais c'est aussi un grand geste politique, puisque c'est par cette libération relativement à la procréation que les femmes vont enfin pouvoir réclamer la liberté et l'égalité dont les hommes se réservaient l'exclusivité jusque-là. Et c'est en fait seulement depuis les années 1970 qu'on peut concevoir que les femmes sont entrées dans la modernité. À nouveau, phase de reflux à partir des années 80. Alors, c'est plus un reflux fasciste, mais c'est un reflux néolibéral. C'est le grand tournant de la mondialisation néolibérale, qui est aussi un tournant conservateur sur le plan politique. Et j'y insiste parce qu'en fait, c'est toujours la même chose qu'on observe, c'est que chaque grand moment d'avancée, chaque grand mouvement en avant est succédé par une réaction politique conservatrice ou néofasciste. Et ça a vraiment du sens parce que il y a quelque chose à défendre dans le maintien d'un ordre hétéropatriarcal que partagent tous les conservateurs de tous bords, qu'ils soient réactionnaires ou néofascistes. Et puis, la séquence de l'intime, si je puis dire, parce que donc, dans les années 70, on disait le privé est politique. Et puis, la séquence de l'intime, de l'intime et politique, c'est celle qui s'est ouverte au début des années 2010, avec notamment toute une série de premières revendications autour de la question des règles. Et j'y pensais tout à l'heure en vous écoutant, parce qu'il y a non seulement la maternité comme enjeu politique au sein des arts du spectacle vivant et de la société entière, mais il y a toutes les thématiques corporelles, comme la question des règles, hein. J'imagine que, a fortiori pour les danseuses, ou je pense aussi aux sportives, ou voilà, mais aussi pour les femmes qui travaillent dans des métiers qui n'impliquent pas autant leur corps, mais voilà, il se trouve que ça a des implications de santé, de bien-être, et qui sont des implications politiques. Et cette bataille de l'intime, donc ouverte dans les années 2010, elle a connu son moment un peu paroxystique avec le mouvement MeToo à partir de 2017, mais c'est une vaste entreprise, d'ailleurs, qui, de façon assez frappante, déroule très exactement le fil de la vie des femmes, puisqu'on a commencé, je le disais, au début des années 2010, avec les premières revendications autour des règles, lesquelles ont mené à toute une série de mobilisations autour des organes génitaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment où on voyait des clitoris de toutes les couleurs s'afficher sur les murs de nos villes. Et puis cette question des organes génitaux, elle a conduit à la question de la sexualité, que ce soit sur le versant
positif de la recherche du plaisir et d'une réflexion des femmes sur la façon d'y parvenir avec ou sans les hommes d'ailleurs, et puis sur ce thème de la sexualité aussi investi bien sûr sur le versant négatif des violences avec ce grand mouvement MeToo. Et puis ensuite, on a continué à tirer le fil de nos vies et on est passé aux questions liées à la maternité. On en a déjà pas mal parlé, se réapproprier sa grossesse, son accouchement, penser le postpartum, politiser aussi toutes ces questions, les questions aussi de partage des tâches familiales, de congés de paternité, etc., etc. Et puis nous sommes depuis quelques années dans une séquence, on est arrivé au bout, c'est peut-être pour ça que ça s'arrête, je ne sais pas, mais enfin, je ne le souhaite pas en tout cas, qui est la question du vieillissement et de la ménopause et du sort qui est réservé aux femmes dans nos sociétés, qui est un sort qu'on peut résumer par une forme d'invisibilisation et de péremption qui frappe les femmes dès lors qu'elles passent ce tournant soi-disant fatal de la cinquantaine. Et c'est cette question à laquelle je travaille pour un projet de recherche personnel et qui est venu rencontrer le projet de Marie. Merci. Marie, est-ce que vous voulez nous présenter ce projet avant qu'on regarde le trailer? Ben oui, en effet, À l'aune de leur peau, c'est une pièce qui est née pendant la conception de ma pièce précédente, La Chambre d'eau, donc qui traitait de la construction de soi au prisme du genre dès l'enfance. Et j'ai découvert un essai de Camille à ce moment-là qui s'appelle Un corps à soi, notamment sur la question du vieillissement. En tout cas, c'est un livre que Camille a écrit à l'aube de ses 50 ans. Et on dit souvent que quand on crée aussi du manque. Si on crée une pièce, on crée aussi du manque. On a envie d'investir d'autres choses. Et pour moi, là, il y avait... je m'étais interrogée sur l'histoire d'une petite fille, sur un projet plus théâtral. Et j'avais envie de m'intéresser à des corps qui ont disparu, qui disparaissent de la scène. Puisque je pense... Je ne sais pas si dans le milieu du hip-hop, ça doit être pareil. Je ne sais pas trop, mais... En tout cas, dans la danse... Les femmes, oui, disparaissent. Ouais, les hommes restent toujours un peu plus longtemps. Ouais. Mais... Bon, voilà, les femmes disparaissent progressivement de la scène et dans tous les systèmes de représentation. Hein. C'est le cas dans le cinéma, c'est le cas au théâtre, c'est le cas dans les publicités, voilà, dans tous les systèmes de représentation qui nous entourent. Je crois que j'ai été à un endroit ou un moment de ma vie où je me disais tiens, mais qu'est-ce que je vais faire après ? Sans me dire pourquoi est-ce que je me questionne sur ce que je vais faire après. Et de me rendre compte aussi que j'avais intériorisé extrêmement fortement dans mon parcours, dans ma construction de danseuse, qu'il allait falloir, il devait y avoir un après, c'était comme ça, quoi. À 45 ans, on s'arrêtait de danser, voilà, les danseuses de ballet. À l'opéra, c'est 42 ans maintenant pour les hommes et pour les femmes. Donc j'avais intériorisé ça, hein, sans comprendre qu'en fait, mon corps et le corps des danseuses de 40, 50 et 60 ans gagne une maturité absolument surprenante, lâche aussi un certain rapport à l'image et pour moi gagne en sensibilité. Voilà. Donc l'idée, c'était à la fois de travailler avec Camille avec ce texte qui m'avait vraiment beaucoup touchée et puis d'aller demander à des danseuses qui avaient été des femmes qui m'avaient vraiment inspirée dans ma construction de jeune danseuse que j'avais vue danser quand j'avais 20 ans. Voilà, on a 10 ans de différence. Et qu'à un moment donné, j'ai quand même vu disparaître progressivement des plateaux. Et je n'ai pas vu, en tant que spectatrice, je n'avais jamais vu une pièce avec juste des danseuses femmes de 50 ans. J'ai vu ces dernières années des pièces où il y a des danseuses qui sont plus âgées que les autres et où, alors c'est un peu trivial, un peu dit comme ça, où il y a un peu un espèce de quota comme ça. C'est bien, on va faire le quota de personnes plus âgées, on va faire le quota de personnes racisées, etc. Et sans vraiment se dire, c'est quoi de réunir voilà, des femmes âgées. Et d'ailleurs, aussi, parce qu'on en a parlé dès le début, et c'est quelque chose dont on a parlé avec Camille aussi pendant la création, et pas de femmes racisées. Et pourquoi pas de femmes racisées ? Parce que, en fait, moi, dans ma construction de jeune danseuse, il n'y avait pas de femmes racisées. C'était des femmes blanches que je voyais sur les plateaux essentiellement, quoi, à quelques exceptions près, mais voilà. Est-ce qu'on peut avoir un changement d'ordinateur pour passer le trailer de Marie ? Merci beaucoup. C'est fini ? Oui ou non ? Pas encore. Encore quelques gouttes. Encore quelques doutes. Tenus secrets.
mes seins. Poser, reposer, d'avoir gonflé, dégonflé, sucé, malaxé, tété. Il se prélasse, il se délasse. Apprendre, partir, inventer, des désirs en cascade, des projets jaillissants, c'est fou comme c'est fort, c'est fou comme c'est bon. Merci beaucoup. Est-ce que Camille voulait dire quelque chose sur ce spectacle auquel vous participez? Oui, ma joie d'abord, parce que la proposition de Marie, c'était vraiment quelque chose comme une grande fenêtre qui s'ouvrait. Moi, je travaille. Alors, c'est pas la première fois que je travaille dans une perspective qui n'est pas exclusivement académique. J'ai déjà fait quelques collaborations, mais c'était la première fois qu'on me proposait de participer à la création d'une pièce. Et, et, et cette proposition, elle est allée très loin, puisque j'ai accompagné Marie et la troupe et les danseuses tout au long des résidences de recherche-création. Et pour rentrer un petit peu dans le détail technique du processus, après un premier moment de rencontre où j'ai mené des entretiens avec chacune des danseuses et puis un grand entretien collectif, j'ai écrit un texte voilà, qui est de nature un petit peu littéraire. J'ose pas dire poétique, c'était la consigne de Marie, mais j'ai toujours du mal à assumer un petit peu l'adjectif. Et ensuite, quand on s'est retrouvés pour le début des résidences de création, eh bien, ce texte est venu accompagner, se modifier aussi en fonction euh, voilà, des choses qui se passaient au plateau, en fonction des réactions aussi des danseuses. C'est vraiment un processus de co-création. Et puis finalement, le texte constitue, donc, comme vous l'avez remarqué, c'est en voix off, interprété par Arnaud Grimbert, et il constitue comme une sorte de, de- oui, d'architecture, d'arrière-fond qui vient ponctuer des grands moments dans la pièce euh, et qui raconte une histoire aussi, évidemment. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement euh, disons, de mots comme ça jetés pour leur sonorité, mais qui disent aussi l'histoire de ce que je disais tout à l'heure déjà, c'est-à-dire l'histoire de cette décision que les femmes prennent aujourd'hui de refuser, de rejeter les injonctions, en l'occurrence ici les injonctions liées à leur âge, la décision qu'elles prennent aussi de reconsidérer leur corps pour ce qu'il est, pour un corps d'une femme de plus de 50 ans qui a vécu la vie qu'il a vécue et qui est comme il est, c'est-à-dire, vous avez entendu un tout petit extrait sur les seins, mais il y a tout un moment où il est question des fesses, du ventre, voilà, de tous ces endroits du corps des femmes qui sont tellement fétichisés, tellement sexualisés que on considère qu'ils ne sont plus bons à rien une fois passé la cinquantaine. Et bien précisément, il s'agit de montrer qu'il y a une forme de nécessaire, comment dire, retour à soi, retour à son corps et amour de soi aussi, comme un vrai geste politique. Et puis comment dire, le climax de la libération et du désir. Marie m'avait tout de suite dit que c'était un mot fil rouge dans la création de sa pièce, et c'est un peu ce qui nous a tenus pendant tout ce processus, c'est-à-dire comment rendre compte des désirs des femmes de plus de 50 ans et comment montrer aussi que les femmes continuent, par-delà ce passage de la cinquantaine, d'être des sujets désirants. La question, c'est pas tellement qu'elles restent des sujets désirables, c'est qu'elles soient considérées comme des sujets désirants. Oui, je précise d'ailleurs que vous êtes romancière en plus d'être philosophe. Vous avez écrit un roman qui est sorti en 2023 qui s'appelle Pleine et douce, et vous en aurez un autre qui sort en 2027. Et je précise aussi que votre spectacle, Marie, est présenté au Manège le 5 et 6 mars, là, tout de suite. Et puis pour continuer de tisser les choses ensemble, là, je vais reprendre une réflexion que faisait Claire Mazur
quand elle racontait un peu les similitudes qu'il peut y avoir entre vos travaux, parce qu'elle parlait de la question du corps et aussi la question des témoignages. Camille disait qu'elle avait interrogé des femmes. Comment ces choses-là s'articulent pour vous, Maëva? Et vous me disiez aussi, quand on a préparé cette rencontre, que vous êtes devenue chorégraphe en devenant féministe. Et comment ça s'articule aussi? Alors, aussi dans nos points communs, il y a les inspirations voilà, de tous ces écrits féministes. J'ai aussi lu l'ouvrage de Camille Froide-Vaumétry, Un corps à soi, dans lequel j'ai aussi découvert une philosophe américaine qui s'appelle Iris Marion Young, dont un des essais m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Throwing Like a Girl. Et au début c'est un court essai. Et au début de cet essai, elle part d'une comparaison entre une fille qui va lancer une balle et un garçon qui va lancer une balle. Et cette analyse montre qu'un garçon va avoir tendance à utiliser tout ce qu'il a à sa disposition, donc prendre de l'élan dans l'espace, ancrer bien ses jambes, pivoter son bus, etc. Là où une fille va plutôt juste utiliser son bras et donc isoler une partie de son corps. Et donc, bien sûr, je vous donne en mille le résultat. Vous devinerez bien sûr qui lance la balle le plus loin. Mais ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Des choses vraiment... voilà, il y a tout le... Comment dire toutes les réflexions féministes, toutes les... vraiment ce qui est de la philosophie, la sociologie, etc. Et là, d'avoir cet ancrage vraiment corporel et cet exemple flagrant, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Mais oui, du coup, en fait, j'ai passé 2 ans dans une école de danse en Suède. Et la particularité de cette école, c'est qu'elle est au milieu des bois. Du coup, on s'ennuie un peu quand même. Enfin, on danse beaucoup, mais on a beaucoup de temps libre. Et donc, dans cet espace très privilégié, j'ai pu prendre beaucoup de temps pour lire et donc découvrir beaucoup d'essais féministes. Ça a commencé avec un basique qui est Simone de Beauvoir. Et ça s'est articulé ensuite au fur et à mesure avec toutes les réflexions de Françoise Vergès, voilà, toutes les questions intersectionnelles. Et cet espace en Suède, c'était aussi un espace très privilégié parce que, à la différence du monde dans lequel on vit, on avait beaucoup de temps et donc, avec toutes les personnes avec qui j'étais, et en particulier les femmes, on s'est retrouvés à avoir des très longues discussions sur toutes ces questions-là. Et la 2e année, du coup, on a décidé de mettre en place ce qu'on a appelé des Soul Sister Talks. Et donc, on se retrouvait toutes les 2 semaines, on lançait une thématique, et ensuite, on se retrouvait dans le petit sous-sol de notre maison pour échanger. Et pour moi, ça, c'est des pratiques que je continue de développer dans mes projets chorégraphiques. Et donc, je parle de la Suède parce qu'en revenant de Suède, donc mon regard sur le monde avait changé. Et c'est en Suède qu'on s'est dit, donc j'ai rencontré 3 autres danseuses avec qui on a eu envie de créer un spectacle, mais qui est arrivé un peu naturellement parce qu'en Suède, avec toutes les personnes qu'on rencontrait, notamment tous les profs invités, on avait beaucoup de discussions. À chaque fois, c'est ce qu'ils appelaient des Q&A, Question and Answers. On pouvait poser des questions librement et j'enregistrais avec mon téléphone les échanges. Et vraiment, souvent, il y avait toujours un truc sexiste à un moment ou à un autre, quoi. Et ça allait, des fois c'était juste une petite blague, et des fois c'était vraiment des questions plus sérieuses et plus complexes. Et un jour, on s'est retrouvés à faire à traduire. Il y avait eu un live sur les réseaux sociaux sur la question de la sexualité dans le hip-hop. Et du coup, pour aider la personne, je faisais la traduction en anglais de ce qui était dit. Et il y avait des phrases, mais incroyables, enfin vraiment très dures. Et on s'est dit, mais en fait, toutes ces phrases-là, il faut qu'on en fasse quelque chose. Enfin, ça a trop d'impact sur nous et donc sur d'autres. On imaginait que ça avait des impacts sur d'autres personnes aussi. Et voilà. Et c'est comme ça qu'en revenant de Suède, on a décidé de monter donc, les Voix du Cypher, qu'on a monté à 4, co-chorégraphié à 4. Là, l'extrait qu'on peut montrer, c'est les Voix du Cypher? Ah non. Ok. Bon, c'est pas grave. Oui, c'est la suite. Voilà. On va le montrer quand même. Parce que du coup, les Voix du Cypher, ça date de 2023. Et là, le nouveau projet sur lequel je travaille, qui est beaucoup inspiré du travail de Camille Froide-Vaumétry, c'est un projet qui s'appelle Breasted.
breastfeed, alors au début je voulais pas un mot en anglais, mais j'ai pas trouvé de mot aussi parlant en français. Breastfeed, ça veut dire juste une personne qui a des seins. Et du coup, au-delà de parler de seins, ce projet il parle des personnes qui ont des seins. Et donc c'est encore un de nos points communs. Vraiment, je pense que la question des récits, c'est quelque chose d'hyper important. D'essayer de faire circuler un max de récits pour ouvrir les représentations et pour que peut-être, je sais pas, les petites filles d'aujourd'hui, elles entendent des choses que nous, on n'a pas entendues. Et donc Breastfeed, c'est un projet hybride qui est une installation donc, dans laquelle on entend les voix de témoignages que j'ai pu récolter, que je suis en train de récolter auprès de personnes très diverses. Pour l'instant, la plus jeune a 9 ans et la plus vieille a 99 ans. Et l'idée, c'était de mettre ça aussi en parallèle avec la manière dont on mobilise ses seins, dont on mobilise son buste. J'ai travaillé beaucoup avec des adolescentes où c'est un peu des questions cruciales au moment de la puberté. Enfin, nous, quand on travaille avec des adolescents, on se rend compte qu'elles ont vraiment du mal à mobiliser leur buste. Enfin, et dans le hip-hop, il y a beaucoup d'isolation, de travail du buste, etc. Et juste de sortir le buste en avant, c'est hyper difficile pour elles. Voilà. Donc c'est un projet qui est à son tout début. Et on peut regarder. Merci. Et mon Dieu, un vaste sujet. C'est pas parce qu'on n'a pas de sein qu'on n'est pas une femme. Je me suis toujours sentie femme, je ne me suis jamais sentie belle. Et maintenant, la maladie, la mutilation, la souffrance est la mort. À l'heure actuelle, je trouve que les femmes sont nettement plus libres. C'était compliqué pour moi d'allaiter parce que je voulais pas me montrer devant les gens, etc. Même habillée, même sans décolleté, il y a des regards qui déshabillent la femme. C'est sexuel. C'est ça, quand tu deviens une femme à partir du moment où tu as la poitrine, à partir du moment où tu as tes règles. Et c'est ça le problème. Le péché est représenté par une dragonne, avec des seins. Et c'est le mal. Ils ont souffert. Hein. J'ai toujours très mal vécu, en fait, j'ai jamais aimé mes seins. Moi, c'était régulièrement en chapin au milieu de... Après l'accouchement, c'était très difficile de me regarder. C'est mon corps qui changeait et j'aimais pas ce changement-là. C'est mon corps qui changeait et j'aimais pas ce changement-là. C'est comme un bouclier, tu peux me protéger aux violences. Ici, j'ai pas une réponse, parce que moi, je me fous. Ce qui dépend, c'est juste le point de vue des hommes, de toute façon. Toujours quelqu'un nous aime pas. Du coup, franchement, moi, je suis fière d'avoir des seins. Merci beaucoup. Vous avez dit plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. Vous avez dit qu'il nous manquait des mots. Le fait que Breastfeed, ça n'existe pas en français. Donc, à vos traductions, si vous voulez l'inventer. Et vous avez dit aussi qu'il fallait faire circuler les récits, multiplier les représentations. J'ai l'impression que c'est des choses qui sont revenues quand même dans nos discussions depuis le début de la rencontre. Mais vous avez aussi parlé de pratique, et notamment de ces conversations de solstice. C'est peut-être là-dessus que j'aimerais qu'on puisse finir la rencontre. Je l'avais déjà un petit peu introduit dans mon petit propos liminaire. Qu'est-ce que ça veut dire de créer en féministe? Est-ce qu'il y a d'autres manières de faire, d'autres manières de tisser des liens, un rapport peut-être aux soins qui est différent? Et comment vous réfléchissez à vos pratiques et vous les réorientez à l'aune de votre politisation? Je ne sais pas qui veut commencer, parce que cette question s'adresse à vous trois d'ailleurs. Oui, moi je crois qu'il y a là en tout cas un désir pour À l'aune de leur peau, donc avec 5 danseuses, même 6, qui ont entre 48 et 53 ans, déjà de réfléchir ce que c'était que mettre encore ou proposer un échauffement à des femmes de cet âge-là. Et puis il y a aussi toute une résonance avec un désir de démocratie à l'intérieur de mes créations, qui ne sont pas des travaux collectifs, mais où il y a une grande place à la parole et au regard de chacun et de chacune des personnes qui participent à la création. Donc,
pour à l'aune de leur peau, par exemple, tous les midis ou dès qu'on avait le temps, mais assez souvent. On se retrouvait autour d'un mot qui regroupait dans un cercle avec toutes les personnes de la création, donc la technique, la scénographie, les costumes, les danseuses, l'assistanat. Et juste, je lançais un mot sur lequel tout le monde venait discuter, sauf moi, parce que je voulais pas qu'ils aient des attentes par rapport à ce que je pouvais dire, moi, de ce mot-là. Donc des mots qui pouvaient être désir, émancipation, sororité, 30 000, pas 30 000, mais quarantaine de mots. Et il y a aussi l'idée que tous les autres facteurs de ce que c'est que créer une pièce, la question de la plasticité qui a avec laquelle j'ai un rapport assez fort, que je découvre en tout cas, et aussi la question de la lumière, c'était aussi donner de la nourriture aux personnes avec lesquelles je travaille, là où moi j'ai pas de compétences particulières, mais où je vais avoir un regard. Et donc, par exemple, Juliette Delfos, je lui ai demandé de regarder un documentaire sur le sexisme dans le cinéma, qui a été fait par Nina Menkes, qui est une réalisatrice états-unienne et qui s'intéresse beaucoup dans ses films à la manière dont la lumière va venir sur les peaux des femmes et comment est-ce qu'on la transforme justement pour pas être dans le male gaze. Donc, pour moi, créer en féministe, c'est avoir un intérêt, je pense qu'il y a plein de manières de le faire, mais en tout cas, c'est avoir un intérêt particulier déjà à chaque personne de la création que je choisis avec beaucoup de soin. Et donc, c'est des équipes qui fonctionnent bien aussi parce qu'il y a je peux pas dire une amitié artistique qui se passe et on est vraiment là ensemble pour créer. Et puis à la fois, ne pas imposer les thématiques que moi j'ai envie de traiter. Par exemple, là, avec Camille, on s'est rendu compte qu'avec certaines interprètes, qui n'étaient pas forcément inscrites dans le champ féministe ou qui n'avaient pas forcément une pensée féministe, ça a été un peu une porte qui s'ouvrait, mais qui était énorme à 50 ans. Et donc à la fois c'est très touchant, mais c'est aussi difficile et violent comme vécu d'un coup de se rendre compte de ça. Donc c'est quelle attention aussi on porte à ces découvertes et à ces thématiques qu'on partage sans vouloir non plus les imposer. C'est évident qu'une question que je posais sur la question du care quand on a préparé cette table ronde, de se dire est-ce que la question du care dans les processus de création, elle est réservée aux femmes? Camille, peut-être que vous avez envie de réagir et je rajouterais peut-être une question sur la question parce que vous avez dirigé un ouvrage qui a fait date récemment qui s'appelle Théorie féministe. Et en fait, je me demandais aussi, en tant que philosophe, quand on dirige un ouvrage, est-ce qu'il y a une manière féministe de peut-être réinterroger aussi les logiques de pouvoir, de domination et de hiérarchie qui peuvent être à l'œuvre? Oui, je vais commencer par réagir à ce que vient de dire Marie, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée et beaucoup plu dans sa façon de travailler. Donc, ce qu'elle vient de décrire, à savoir ces cercles que nous formions autour d'un mot chaque jour, ces cercles, moi, qui me faisaient penser, en fait, pour moi, c'est la technique féministe par excellence, et je pense que ça renvoie aussi à ce que Maëva avait mis en place dans son école en Suède, c'est-à-dire se réunir. En non-mixité. Alors là, en l'occurrence, ce n'était pas toujours le cas, parce que dans l'équipe technique, il y avait quelques hommes, mais voilà, faire cercle pour échanger et pour mettre en partage surtout des expériences vécues. C'est vraiment le grand geste des féministes des années 70 qui font ça dans ce qu'elles appellent des cercles de conscientisation, qui permettent une prise de conscience, de partager une commune condition. Et cette prise de conscience, elle débouche généralement sur le désir, la volonté de s'engager dans la lutte féministe. Et puis l'autre grande technique, mais que et Maëva et Marie pratiquent, c'est le recueil des récits de vie. Moi, c'est ce que je suis philosophe, mais je pratique disons une philosophie vraiment de terrain, puisque pour chacun de mes livres, je réalise des entretiens avec des femmes ou des personnes concernées par le sujet dont je traite. Ce que j'ai fait aussi dans mon livre sur les seins. Je suis très heureuse d'ailleurs, Maëva, de découvrir ce travail que tu mènes. On aura l'occasion, j'espère, d'en reparler. Et donc, ça me frappe de voir que sans forcément avoir conscience ou même connaissance de l'existence de ces pratiques, mais c'est des choses qui se mettent en place, j'allais dire, de façon qu'avec une forme d'évidence, c'est-à-dire la question de la nécessaire horizontalité, de la question de l'écoute aussi, cette capacité
à juste accueillir la parole de l'autre, à la recueillir sans jugement, bien sûr, mais sans forcément vouloir toujours rajouter quelque chose par-dessus, que ce soit de l'analyse ou quoi que ce soit d'autre. Et puis, effectivement, alors, pour ce gros projet Théorie féministe qui a rassemblé une centaine de contributrices, j'ai essayé aussi, alors c'était voilà, du fait de l'ampleur du projet un peu compliqué, mais ce qui s'est passé concrètement et qui a finalement été assez proche de ce que je viens de décrire, c'est que j'avais élaboré un premier sommaire, une première version de ce sommaire qui comportait une cinquantaine d'entrées, une cinquantaine de textes. Et j'avais donc sollicité une cinquantaine d'auteuristes susceptibles de pouvoir les écrire et d'en avoir envie. Et quand cette première équipe a été constituée, en fait, j'ai mis en place des cercles virtuels, parce que tout ça se passait par visio. On a fait une série de réunions collectives pour travailler ensemble, pour reprendre ensemble le sommaire et évidemment l'augmenter. Alors, il était sacrément augmenté, puisqu'on est passé d'une cinquantaine d'entrées à 130 et d'une cinquantaine d'auteuristes à un peu plus d'une centaine. Jusqu'au moment où, au seuil, j'ai reçu un petit mail de mon éditrice qui m'a demandé si ça allait s'arrêter à un moment ou à un autre. C'est cette expansion continue. Alors donc j'ai dû arrêter, mais bon, moi je pense que les idées féministes, elles ne cessent comment dire, d'éclore, pour reprendre un verbe qui m'est cher. Et vous, Maëva, comment ça se traduit en pratique, votre engagement? Ça recoupe un peu ce que Marie a dit, mais quand on a commencé les Voix du Cypher, il y avait vraiment l'envie de aussi mettre en pratique ce qu'on défendait, donc de ne pas reproduire des systèmes d'oppression à l'intérieur du projet. Et je dis ça parce qu'en fait, on se rend compte que le système est tellement insidieux que même dans des organisations féministes, même dans des organisations antiracistes, on a eu vent de violence au sein de ces mouvements, etc. Parce qu'on est dans un système qui fonctionne comme ça et dont on a pas naturellement, mais en tout cas, on est amené à reproduire ces systèmes-là. Du coup, moi, quand j'ai commencé les Voix du Cypher, pour moi, c'était vraiment on va être à 4 et tout aligné, voilà. Mais ensuite, les réalités. Alors, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que donc il y a une personne qui est danoise et une personne qui est autrichienne. Donc, les réalités de la vie font que, en tout cas, si on veut ancrer ce projet dans une réalité financière etc. Et à un moment donné, il fallait que quelqu'un porte le projet. Il fallait l'ancrer dans une structure administrative, etc. Et donc, à un moment, on s'est posé et il a été dit, oui, Maëva, tu portes le projet pour qu'il soit réalisé, etc. Mais on a toujours, bien sûr, une fois qu'on était en résidence et au plateau, on essayait de faire disparaître au maximum ces différences-là. Et je ne vais pas mentir, en vrai, c'est difficile parce que quand, en fait, moi, je gère toute la partie administrative avec Jennifer Mario ici présente quand je cherche des subventions, etc. Et qu'en fait, au final, les 3 autres personnes arrivent en résidence et qu'elles n'ont pas eu cette charge. Et faut quand même un peu laisser son ego de côté pour dire ok, voilà, on décide toutes les 4 et artistiquement, il n'y a pas que moi qui décide. Donc c'est aussi un challenge, mais en tout cas, c'est des choses qui sont hyper importantes pour nous, aussi d'être dans l'écoute, la discussion, etc. Et le fait d'avoir été formée en Suède, en Suède, il n'y a pas le même rapport à la performance et au fait de travailler quoi qu'il arrive, même si on est souffrant, même si on est blessé. Quand je suis arrivée dans l'école en Suède, on nous a dit si vous êtes blessé, vous ne venez pas en cours. Et moi, j'étais là, non, si je suis blessée, j'essaye encore de danser quand même. Et donc ça, cette attention aux soins, déjà en Suède, j'avais l'impression qu'ils étaient un peu plus en avance sur nous, sur cette question-là. Et voilà, et du coup, des choses, je sais pas, ça peut paraître un peu bisounours, mais des choses très simples, comme juste, le matin, on faisait le check-in, genre, juste, on se retrouvait, et chacune disait comment elle se sentait. Et ça permet ensuite aussi de comprendre, si c'est une journée où on galère, qu'il y a une des personnes qui est pas, qui suit pas, où on a un peu eu les informations en amont, et ça permet d'ajuster, et de pas avoir des attentes un jour où c'est pas possible, ou typiquement la question des règles. Moi, j'ai de l'endométriose, il y a des jours où je peux pas danser, et ces informations-là, elles sont importantes à prendre en début de journée de résidence. Merci beaucoup à toutes les 3. Et vu que c'était un mot-clé aussi de la soirée, merci beaucoup à vous tous pour votre écoute. C'était très précieux. On a du temps pour prendre des questions dans le public, donc n'hésitez pas.
J'ai un micro à faire passer. Y a-t-il des questions? Bonjour. Bonsoir. Déjà, merci pour vos différentes interventions. À plusieurs reprises, vous parliez de plusieurs façons de faire, plusieurs trucs faciles à installer, mais qui ne sont pas faits. Mais vous n'avez pas précisé, vous n'avez pas souvent donné d'exemples, à part une fois vous parliez de babysitting, par exemple. Est-ce que vous pourriez nous énumérer quelques exemples que vous avez en tête ou que vous avez vus dans des structures et qu'on pourrait noter pour la suite et qui pourraient nous être utiles? Peut-être qu'il y a des choses basiques auxquelles on ne pense pas, mais est-ce que vous pouvez nous aider à voir plus clair sur ce point-là? Merci. Ouais, moi, je veux bien aider à réfléchir à toutes ces questions après. Mais simple, par exemple, j'ai rarement vu une loge dédiée à la garde des enfants ou à l'accueil des enfants dans un théâtre. J'ai rarement été soutenue pour avoir des adresses de nounous ou de babysitter, alors qu'on a toujours les adresses d'ostéopathes, de kinés, de médecins du sport, etc. Ça n'a jamais été facile d'emmener mes enfants. Alors quand on en a deux, on passe encore à un autre sujet. Mais on va dire mon premier enfant, dans les lieux de résidence où il y avait des appartements dans lesquels on logeait. Parce que les politiques assurantielles des lieux, me disait-on, complexifiaient la tâche pour l'arrivée d'une mère avec son bébé. Donc en fait, pour moi, c'est des choses qui me paraissent hyper simples en vrai. Dédier une loge quand on sait qu'il va y avoir des enfants, ou simplement pouvoir le proposer, dire est-ce que dans vos équipes, il y a des jeunes mères ou des mères ou des pères d'ailleurs, c'est souvent plus les mères qui emmènent en tournée, mais ça pourrait être le cas pour les pères aussi. En tout cas, sur, on va dire, un postpartum, bon, aujourd'hui on dit le postpartum dure 3 ans, mais on va dire sur la première année en tout cas d'arrivée d'un enfant, quand on reprend. Moi j'ai repris à 2 mois et demi par exemple pour mon premier enfant, c'était super, j'étais OK à l'époque, j'avais 31 ans, c'était bon. Mais c'est hyper chronophage, énergivore, d'avoir à mettre en place des choses là où on sait que dans certaines entreprises qui n'appartiennent pas au spectacle vivant ou à l'art, c'est facilité pour des personnes. Et moi, dans les témoignages que j'avais rassemblés, il y avait aussi la présence d'une table allongée, d'un chauffe-biberon, parce qu'en fait, ça, visiblement, c'est aussi très rare. Et en fait, oui, de préciser, de se sentir accueilli. Ah oui, et respecter le temps d'allaitement aussi. Parce qu'en fait, il y a des lois qui sont faites et dans le spectacle vivant, elles ne sont pas toujours respectées. Cette question de l'allaitement, je n'ai jamais eu d'endroit dédié. Donc, dans le milieu de la danse, on n'est pas très pudique en général. Mais c'est vrai que je me retrouvais avec mes collègues, 5-6 collègues, des femmes, des hommes, avec mon tire-lait, là, désolé, c'est mon quart d'heure tirage de lait. Mais voilà, c'est des questions simples, mais ouais, une loge, une table allongée, plein de choses faciles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En vous écoutant, et c'est passionnant, j'entendais plasticité, j'entendais ce mouvement limité. Et puis je pensais aussi vous avez Anouk Grimbert qui dit le texte, je crois, et Anouk Grimbert a écrit une série d'interviews autour à l'écoute du cerveau des comédiens. Peut-être vous avez lu ça. Hein. Et ça m'amène à parler de cette question neuroscientifique autour de la plasticité. Hein, on parle effectivement de la plasticité du corps, mais on peut aussi parler de la plasticité cérébrale. Et en sens, je pense que la danse est peut-être l'élément le mieux placé justement pour réintroduire, reconstruire quelque chose du sensorimoteur
et qui permet justement cette émancipation et cette appropriation. Et si je le dis, c'est en pensant aussi que dans ces mouvements dont vous parliez d'aller-retour, de conservatisme, y compris religieux, qui amènent à des régressions comme ça, et puis des retours finalement vers des phénomènes de libération, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas le temps de mettre en place dans ces moments-là, c'est le travail que nous on appelle épigénétique, c'est-à-dire comment à un moment donné on fait évoluer quelque chose au sein du corps, mais aussi au sein des mécanismes neuropsychiques qui permettent justement d'accéder à cette appropriation, y compris de l'ensemble du mouvement dont vous parliez pour lancer une balle. Je crois qu'il y a quelque chose de très important là, et peut-être la danse est le mieux placée justement pour faire ce travail-là, qui serait, à travers les générations finalement, de permettre une réelle émancipation sur laquelle on ne revient pas en arrière. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un lien évident entre toutes les questions féministes et toutes les théories et la pratique dans le corps. Et enfin, je sais pas, moi, il y a 3 ans en arrière, j'aurais pas pensé intégrer autant les discussions, les échanges, la parole et les débats d'imbriquer autant la création artistique et la réflexion théorique. Après, mais en même temps, j'ai l'impression que ça permet d'ancrer les choses, de les faire passer autrement, etc. Voilà. Oui, moi j'ai envie de rebondir sur... c'est sûr que, à mon sens, la danse est l'endroit parfait pour incarner sa pensée. Mais je l'ai découvert, moi, un peu plus tardivement, de me dire, tiens, en fait, je pense sans forcément que ça se dise, et à travers le corps, je pense. Ça me permet, si vous êtes d'accord, toutes les deux, toutes les trois avec Camille, de faire un petit point politique, parce que oui, c'est super de se dire, en effet, la danse est un super endroit, il faut qu'on continue de soutenir des projets. Bon, là, on est sur une casse sociale de la culture. Maëva et moi, on fait partie d'un collectif qui s'appelle Faire Corps, qui est un collectif qui regroupe des artistes chorégraphiques du Grand Est, et où on réfléchit ensemble depuis 2 ans à comment se soutenir et à comment résister ensemble face aux pressions de mise en concurrence et aux pressions mercantiles. On est en ce moment en lutte parce que, je ne sais pas si vous savez, parfois les infos viennent pas jusqu'à nous, mais dans le Grand Est, la région a une baisse de 5 millions d'euros alloués à la culture. L'Agence culturelle Grand Est, qui accompagne des artistes depuis plus de 50 ans, voit son budget amputé de 63%, c'est-à-dire qu'il passe de presque 2 millions d'euros à 750 000 euros, ce qui veut dire qu'il va y avoir moins de soutien aux compagnies, moins de soutien technique, moins de soutien en coproduction, moins d'accompagnement, moins de formation. Et donc, je trouve ça super qu'on puisse se dire que la danse est un super endroit pour... continuer de réfléchir et continuer de laisser notre plasticité à l'œuvre. Et j'y crois très fort. Mais pour ça, on a besoin que nous, on se mobilise, mais que vous mobilisiez aussi. Je sais que si vous êtes là ce soir, c'est que vous n'êtes pas à la Comédie où il y a les municipales, le débat pour les municipales qui a lieu. Mais en tout cas, je vous invite vivement. Et en ce moment, avec le collectif, on invite vivement... toutes les personnes à alerter tous les prétendants et prétendantes au municipal pour continuer de soutenir la culture à Reims avec un vivier qui est assez grand et au regard d'une région qui baisse drastiquement ses subventions. Oui, et par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur la question de la circulation des récits, en fait, s'il n'y a plus d'argent, ces récits ne vont plus circuler non plus. On est, bien sûr, la culture, ce n'est pas le seul domaine dans lequel les restrictions budgétaires sont énormes. Tout le service public est impacté. Ça a un impact aussi sur l'éducation nationale. Nous, on fait beaucoup d'éducation artistique et culturelle. Et il y en a de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins d'argent.
Ça veut dire que des projets comme les Voix du Cypher, où j'ai travaillé avec des primaires sur toute leur représentation, etc., et bah, ça ne peut plus avoir lieu. Et du coup, tout ça est imbriqué. Et pour boucler la boucle avec ce que vous disiez au début, quand on parlait des chiffres, de la parité, etc., on sait que quand il y a des réductions budgétaires, les premières personnes à sauter, c'est les personnes qui sont en bas de la chaîne. Donc les personnes en bas de la chaîne, c'est les femmes, les personnes racisées, etc. Voilà, donc tout ça est lié. On a parlé d'intersectionnalité aussi, etc. Et les coupes budgétaires sont aussi liées. Elles sont énormément utilisées aussi comme des outils de contrôle artistique. Ces derniers temps, on a vu certaines subventions sauter, par exemple le festival du Jardin Michel, qui s'est vu leur subvention était suspendue parce qu'ils programmaient le groupe de rap Sniper. Du coup, voilà, tout ce qu'on a dit ce soir s'articule avec tout ça. Et c'est vrai que les informations n'arrivent pas forcément à nos oreilles, c'est des chiffres, c'est beaucoup. Aujourd'hui, j'avais fait un point avec Aurore Gruel qui gère le laboratoire chorégraphique, qui m'a refait tout l'historique de ces derniers mois et de ces suppressions, etc. C'est beaucoup de chiffres et c'est hyper complexe à comprendre. Mais la réalité, elle est bien là, en fait, de l'impact que ça a jusque sur les enfants et ce qu'on leur propose à l'école. Est-ce que quelqu'un souhaite encore poser une question? On a encore quelques minutes. Oui. Déjà, merci beaucoup pour cet échange qui était très instructif, donc merci. Je voulais revenir sur la notion du female gaze dont vous avez parlé au début, qui donc a été beaucoup théorisé au cinéma, dû au male gaze par Laura Mulvey, etc. Je voulais savoir comment on le reconnaissait dans le spectacle vivant, par quel mécanisme on peut le reconnaître et comment on peut le mettre en place. Voilà. Déjà, il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée, c'est que le féminisme a eu un peu le vent en poupe ces dernières années et qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sont emparés des questions féministes ou qui ont dit que voilà, ils mettaient 40 femmes au plateau pour parler de la beauté de la femme, de l'émancipation, etc. Et c'est pas parce qu'il y a 40 femmes au plateau qu'il y a un female gaze. Et c'est pas aussi parce qu'on est une femme qu'on a un female gaze, parce que le male gaze est bien intégré aussi. Voilà. En tout cas, je pense que le female gaze, c'est un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Pour moi, les pratiques qu'on mène, d'être dans l'échange, dans l'écoute, etc., et de partir de nos vécus, de nos expériences, de notre ressenti, plutôt que de notre corps et de ce à quoi il ressemble, je pense que c'est ça le female gaze. Camille, est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus, pas plus? Non, c'était parfaitement défini. Y a-t-il encore une question? Oui. Bonsoir. Merci. Et je voulais savoir si Camille Froidevaux-Métry pourrait clarifier ou préciser ce que vous entendez par phénoménologie dans phénoménologie féministe. Je sais que c'est un courant philosophique, mais je sais aussi que c'est pas forcément simple. Et j'aurais aimé savoir si vous vouliez préciser ce concept. Je veux bien, même si je crains de vous perdre rapidement toutes et tous, dans le sens où il est tard. Et bon, écoutez, je vais essayer d'être la plus synthétique possible. C'est une approche dont l'initiatrice est Simone de Beauvoir, qui, dans Le Deuxième Sexe, fait cette proposition que j'évoquais rapidement tout à l'heure, à savoir celle de tenir ensemble à la fois la dénonciation des mécanismes d'objectivation par un côté et le projet féministe de s'en émanciper de l'autre. Mais elle se concentre beaucoup dans Le Deuxième Sexe sur le premier volet, disons le volet négatif. Et c'est à une philosophe états-unienne qu'évoquait Maëva tout à l'heure, qui est en fait la philosophe qui est un peu, disons, le socle de toute ma réflexion, qui s'appelle Iris Marion Young, qui a augmenté la proposition beauvoirienne de l'apport des études de genre pour montrer comment il fallait
penser la plupart des grands mécanismes typiques de nos sociétés, l'injonction à la maternité obligatoire, l'hétéronormativité, le pouvoir exercé par les hommes dans tous les domaines de la société. Et donc, ça donne une proposition qui est à la fois un projet théorique de construction de la façon dont on peut penser nos corps au prisme de leur nécessaire libération, mais aussi c'est un projet, enfin c'est une vraie épistémologie. Là aussi, on en a pas mal parlé. J'ai évoqué le fait que je menais des enquêtes. Dans la phénoménologie, il y a un concept central qui est celui de l'expérience vécue. Et donc moi, c'est ce concept que je mobilise et qui est un petit peu au fondement de mes enquêtes, puisqu'il s'agit d'aller recueillir les expériences vécues des corps, des personnes qui sont concernées par les sujets sur lesquels je travaille. C'est aussi, il faut le dire, une sous-discipline de la phénoménologie qui est très minoritaire et qui est même d'une certaine façon marginale au sens de marginaliser aussi, comme le sont les approches de phénoménologie de la race aussi, et tout ce qu'on englobe dans la catégorie des phénoménologies critiques, c'est-à-dire c'est comment on articule une réflexion initiale qui consiste à remettre le corps au centre de la pensée, ça c'est la proposition phénoménologique des pères fondateurs, comment penser que en tant que sujet pensant, nous sommes toujours nécessairement incarnés, et que cette incarnation, qui est aussi une incarnation sociale, elle a évidemment, enfin, elle fait sens dans l'acte même de penser, mais très curieusement, ou pas, les pères fondateurs, que ce soit Husserl en Allemagne ou Merleau-Ponty en France, pensaient le corps, mais sans jamais considérer un seul instant qu'il puisse être sexué. Et qu'il y avait donc une espèce d'énorme paradoxe à remettre le corps au centre, mais à le rendre générique, en fait, à penser un corps universel, un corps, enfin, soi-disant universel, puisqu'en fait, un corps masculin. Et c'est donc Beauvoir, qui est une amie très proche de Merleau-Ponty, qui va lui révéler cette impasse et qui va ouvrir la réflexion phénoménologique à la question de la sexuation. Et puis ensuite, Jung, voilà. Mais là, je deviens vraiment trop professorale, je sais pas. Mais j'espère avoir été, voilà, avoir un peu éclairci ce qu'est la phénoménologie féministe. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite encore intervenir ou poser une question? Moi, j'aurais souhaité revenir juste sur le fait que, du coup, vous exercez dans des domaines de danse différents et que, dans tous les cas, la danse, on a parlé du coup du corps, c'est vraiment le sujet, et du corps des femmes qui, je pense, aujourd'hui, chaque femme se retrouve confrontée à son reflet et comment dire, faire face à la pression de la société sur à quoi le corps doit ressembler pour répondre à l'esthétique voilà, qui change d'ailleurs au cours des années, donc c'est ridicule de se poser ce genre de questions. Mais dans la danse, comme il y a une attente de performance, comment est-ce qu'on trouve un équilibre entre la tension du le corps doit être sportif, il doit être beau, et aussi d'être une femme, justement, d'être dans ce feminist gaze et de se sentir bien, en fait. Enfin, est-ce que vous avez des exemples de tensions comme ça, de conflits engendrés chez des danseuses Je peux donner un exemple très précis. Donc moi, je fais du break. Le break, c'est une danse qui se pratique au sol, dans laquelle il y a beaucoup de mouvements acrobatiques, etc. Il faut un peu de muscles dans les bras. La plupart des big girls, donc les femmes qui font du break, ne veulent pas avoir des muscles enfin, elles veulent avoir des muscles, mais que ce soit pas trop visible. Et donc, du coup, elles vont se restreindre dans leur pratique sportive parallèle à leur entraînement de break pour pas trop développer leurs muscles. Et du coup, c'est vraiment, voilà, c'est exactement cette tension dont vous parlez entre l'aspect du corps et les besoins, les nécessités de la pratique ici sportive, qui est hyper complexe à gérer. Et je pense que pour revenir aussi à ce qu'on disait au début, moi avant, j'avais l'impression que dans le hip-hop, on n'avait pas ces questions-là, aussi parce qu'on a des vêtements larges, alors on voit un peu moins nos corps, etc. Mais en fait, on se rend compte qu'on a beau masquer sous des couches de vêtements larges, ça
évince pas toutes ces problématiques-là, quoi. Moi, je dirais que j'ai l'impression, en tout cas, avec, si je prends à peu près toutes les personnes avec lesquelles je travaille, que justement, on est au travail de transformer notre regard et que ce travail, il va pas s'arrêter. Et j'ai accepté, moi, que ce travail, il n'allait pas s'arrêter et que les tensions dont vous parlez, à partir du moment donné où on les réfléchit, où on les conscientise, où on les confronte, alors elles sont fécondes. Et donc, c'est pas cette facilité de dire on accepte des corps qui sont différents. Moi, j'ai l'impression d'avoir, dans cette équipe d'Alone de leur peau, 6 corps qui sont extrêmement différents, qui bougent de manière différente, qui performent de manière différente. Cette question de la performance ou de la performativité, elle est intéressante aussi pour moi parce que dans la danse contemporaine, j'ai l'impression qu'il y a énormément de courants, le spectre est super large, mais mon travail, il est plus d'aller chercher une performance qui est sensible. Ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est ça. Et donc, ces corps-là, qui me semblent, moi, extrêmement différents, renvoient pourtant au public un regard où ces 5 femmes de 50 ans qui sont finalement super bien gaulées. Enfin, c'est ça, cette histoire-là, en fait. Donc ça veut dire qu'on a encore ce regard et nous, on est encore formatés. Dans la danse, il y a des corps qui sont plus gros que d'autres, il y a des corps qui sont plus minces que d'autres, il y a des corps qui sont plus âgés, etc. Mais on commence ce travail-là, on commence ce travail de déconstruction. Donc déjà, nous, on est dans un art, et on est toutes les deux dans des arts vivants qui sont très jeunes, finalement. Et donc, à peine on a eu le temps de construire quelque chose, qu'on doit le déconstruire. On s'appuie aussi dans la danse contemporaine. On est quand même à contre-courant du classicisme. En tout cas, c'est ce qu'on voudrait croire ou nous faire croire. Et pourtant, on a gardé, j'en parlais tout à l'heure, certains formatages dont il est nécessaire de se défaire à un moment donné si on veut penser le corps de manière autre que les corps qu'on nous présente sur les scènes. Et aussi, ce qui est important de mentionner, c'est que les personnes qui nous transmettent aussi, ce sont beaucoup des hommes. Et je sais que nous, en Suède, il y a plein de fois où on s'est dit, mais en fait, là, la manière dont il aborde l'exercice pour faire une coupole, moi, ça marche pas. Ça marche pas parce que, en tout cas, moi, avec mon corps, j'ai des hanches plus lourdes. Parfois, de passer sur le ventre, ça fait mal au sein. Et que juste, des fois, l'approche n'est pas une approche adaptée au corps de tout le monde, en fait. Et donc, j'imagine pas quand c'est des personnes grosses ou juste d'autres types de corps. C'est aussi la question de la transmission et comment on apprend et c'est quoi les types d'exercices, etc. Voilà. Y a-t-il une dernière question ? Eh bien, je crois qu'il n'y a plus de questions. Merci infiniment à toutes les 4. Oui. Avant de clôturer, juste rappeler quelques petites informations. Donc, le spectacle à l'Aune de leur peau, jeudi et vendredi, je suis perdue, au Manège de Reims. Maëva, tu vas présenter une sortie de résidence du projet Breasted au laboratoire chorégraphique le 26 mars. Camille, on te retrouve dans le Pop Woman Festival, donc qui est tout le week-end, dans le cadre duquel est programmé à l'Aune de leur peau. Et Camille, tu proposes une rencontre le vendredi matin, et proposer une rencontre dans laquelle tu interviens. Et aussi, Marie, en même temps, il y a une rencontre au Cellier avec toi. Et merci beaucoup pour la modération, Ainoa. Vous retrouverez, vous avez un petit QR code sur le... Voilà, merci. Vous retrouverez 2 articles d'Ainoa si vous allez fouiller un petit peu sur le site du Manège grâce à ce QR code. Merci pour votre présence et bonne soirée à toutes et à tous.